Dans la campagne française, désolée, au milieu de champs de blé dorés et de villages oubliés du temps, le millionnaire François Leclerc arpentait les ruines d'un vieux manoir qu'il possédait depuis des décennies. Ses mains, calleuses à force de manipuler documents et contrats, esquissaient un sourire ironique, tandis qu'il contemplait les décombres environnants. À ses yeux, ce lieu, avec son architecture gothique et ses murs en ruine, n'était qu'un pan d'histoire à laisser derrière lui, un fragment oublié d'un passé qu'il préférait ignorer. Mais alors qu'il approchait de l'entrée du manoir, une silhouette inattendue émergea des décombres. Un garçon d'à peine 10 ans, les cheveux sales et les vêtements rapiécés, fixait intensément le millionnaire. Ses yeux ne trahissaient aucune peur, seulement un calme étrange. Le garçon, de toute évidence, vivait là parmi les ruines, comme le dernier gardien d'un lieu désormais oublié de tous. « Tu crois que tu peux débarquer ici et tout prendre, c'est ça ?» demanda le garçon, d'une voix ferme et étonnamment claire pour quelqu'un d'aussi jeune. Leclerc, habitué à être au centre de l'attention et à intimider son entourage, lança un rire méprisant. « Prendre quoi, gamin? Cette maison, elle est déjà morte. Comme son propriétaire, elle ne vaut plus rien. » Le garçon le regarda, immobile, et dit quelque chose qui glaça le sang de Leclerc. « Si tu veux la maison, prends-la, mais si tu veux connaître sa vraie valeur, attends la fin de la journée. » Le millionnaire rit de nouveau, mais cette fois, un frisson lui parcourut l'échine. Il y avait quelque chose dans cette réponse, quelque chose dans les paroles du garçon, qui le hantait. Et en regardant à nouveau l'enfant, Leclerc comprit que, malgré toute sa fortune, il ne pourrait jamais pleinement saisir ce qui allait se produire. François Leclerc a toujours cru que la fortune et le pouvoir permettaient de tout acheter. Homme d'affaires impitoyable, son ascension dans les hautes sphères de la société française s'était construite sur des sacrifices et des décisions cruelles. Son acquisition la plus récente, le manoir délabré, était l'une de ces transactions qu'il considérait comme de simples formalités. La vieille propriété, isolée dans un petit village de la campagne française, n'avait plus rien à offrir. Du moins, c'est ce que pensait Leclerc. Mais en y regardant de plus près, quelque chose attira son attention. Malgré les murs fissurés et le plafond qui s'effritait, une énergie étrange et singulière se dégageait de la maison, comme si elle attendait quelque chose. Il s'approcha de l'entrée principale et aperçut, à côté, un petit banc de bois, usé par le temps. Il s'y assit, cherchant à saisir l'atmosphère du lieu. Au crépuscule, la lumière dorée se reflétait sur les fenêtres brisées, créant une ambiance presque magique, comme si le passé du manoir tentait de se dévoiler. C'est alors que le garçon réapparut. Il ne s'approcha pas, mais resta à une certaine distance, observant Leclerc. Le millionnaire, agacé, se leva et s'approcha. « Pourquoi êtes-vous ici? Ce n'est pas un endroit pour vous, » a déclaré Leclerc, essayant de paraître autoritaire. Le garçon, qui semblait s'appeler Pierre, ne se laissa pas intimider. « Cette maison a été construite par un homme qui, comme vous, croyait que l'argent était tout. Mais il a découvert le prix de ce qu'il avait perdu, » répondit-il avec une sagesse qui paraissait bien au-delà de son âge. Leclerc laissa échapper un rire méprisant, mais Pierre poursuivit, d'un calme inquiétant. « Cet endroit a une histoire, mais pas celle que vous imaginez. Ici, l'argent ne vaut rien. » Pierre expliqua que sa famille avait été parmi les dernières à habiter cette demeure, mais qu'elle avait tout perdu depuis longtemps face à la puissance des Leclerc. Ses parents avaient été déboutés lors d'une bataille juridique et la maison avait été léguée à cette famille de millionnaires qui l'avait rapidement abandonnée. Pour le garçon, la demeure n'était pas qu'un amas de pierres et de ciment. C'était le symbole d'une bataille perdue, mais aussi un lieu où la vérité se dissimulait. Leclerc ne savait que penser. Le garçon parlait de quelque chose qui le dépassait largement, quelque chose qui touchait à une partie de son histoire personnelle qu'il préférait ignorer. Il recula d'un pas, mais Pierre, comme s'il avait perçu son hésitation, dit « La réponse à ce que tu cherches est ici, mais c'est toi qui devras en payer le prix. » Tandis que le garçon parlait, le vent se leva, faisant danser les feuilles mortes autour d'eux. Le bruit du vent, mêlé à la douce lumière du crépuscule, créa une atmosphère dense et inquiétante.
Leclerc contempla le manoir et, un instant, un frisson le parcourut, comme si le lieu était vivant, l'observant. Les jours suivants, Leclerc retourna plusieurs fois au manoir, mais les paroles du garçon le hantaient. Pierre semblait en savoir plus qu'il n'aurait dû sur l'histoire de la maison, sur la famille Leclerc, et même sur les propres sentiments de Leclerc concernant la richesse et l'héritage. Pourtant, chaque fois que le millionnaire tentait d'interroger le garçon, Pierre disparaissait avant qu'une conversation plus approfondie puisse avoir lieu. Déterminé à comprendre ce qui se passait, Leclerc décida d'enquêter seul. Le manoir, bien que ruiné, conservait encore des vestiges de sa splendeur passée, des murs ornés de tapisseries défraîchies, des meubles brisés encore visibles dans la pénombre, et de vieux portraits d'une lignée que Leclerc jugeait lointaine et sans importance. Mais ce qui attira le plus son attention fut la bibliothèque cachée, un lieu qu'il n'avait jamais osé explorer en profondeur. C'est là, parmi des piles de vieux livres, que Leclerc fit une découverte inattendue. Un journal intime. Ce journal appartenait au premier propriétaire du manoir, un certain René Dufresne, un noble de la région ruiné par un scandale financier des décennies auparavant. En feuilletant les pages, Leclerc constata que Dufresne y évoquait la chute de sa famille avec une tristesse inhabituelle, mais mentionnait aussi quelque chose de plus troublant, un secret enfoui sous les fondations de la maison, un secret que personne ne devait jamais découvrir. Intrigué, Leclerc entreprit une enquête plus approfondie, convaincu que ce lieu recelait bien plus qu'une simple maison en ruine. Il se mit en quête du moindre indice susceptible de révéler le secret de Dufresne. Au cours d'une de ses investigations, il découvrit un passage secret dissimulé derrière une bibliothèque qui mena à une cave souterraine. L'atmosphère y était glaciale et l'air lourd, comme dans une pièce oubliée du temps. En explorant la cave, Leclerc comprit qu'il n'était pas seul. L'ombre du garçon réapparut, et cette fois, il ne semblait pas vouloir partir. « Tu cherches quelque chose que tu ne comprends pas », dit Pierre calmement. Mais sa voix était cette fois empreinte d'une urgence presque désespérée. « Certaines choses doivent rester cachées. Le prix à payer pour connaître la vérité est trop élevé. » Leclerc, plus en colère que jamais, a rétorqué « Tu n'es qu'un gamin, qu'est-ce que tu y connais ? Quel rapport avec ton père et ta famille ? Ils ont perdu cette maison à cause de moi. Et tu n'y peux rien. » Pierre fixa Leclerc intensément, comme s'il pouvait lire en lui. « Crois-tu pouvoir prendre ce que tu veux sans en subir les conséquences ? Le prix à payer est plus proche que tu ne le penses. Tu le découvriras à la nuit tombée. » Sur ces mots, le garçon disparut de nouveau, laissant Leclerc seul dans la cave obscure. La tension montait à chaque seconde, et le millionnaire avait de plus en plus l'impression d'avoir réveillé quelque chose qu'il n'aurait pas dû. De retour à la surface, Leclerc remarqua un changement dans les environs. Le ciel était plus nuageux et une tempête semblait approcher à grands pas. Ce qui n'était auparavant qu'un vieux manoir en ruine se révélait désormais être un lieu chargé de mystères et d'une histoire qu'il était impossible d'ignorer. La nuit tomba, et avec elle, le silence de mort qui régnait sur les lieux. Le vent hurlait à travers les fissures des murs, et Leclerc sut qu'il lui restait quelque chose à découvrir. Mais la peur commença à l'envahir, et un doute s'insinua dans son cœur, et s'il avait commis une erreur en venant ici. Les jours passant, la présence de Pierre et le mystère du manoir commencèrent à obséder Leclerc. Il passait de plus en plus de temps dans la maison, et ses nuits étaient hantées par des cauchemars troublants où le garçon apparaissait, répétant ses paroles énigmatiques. Mais ce qui le tourmentait le plus, c'était l'étrange impression que le temps s'écoulait différemment. Bien qu'il se trouvât dans un lieu reculé, isolé de toute civilisation, les heures semblaient s'écouler lentement, comme si la maison elle-même tentait de le contraindre à affronter un destin inéluctable. En explorant les environs, Leclerc remarqua que les habitants du village voisin le regardaient d'un air étrange. Un vieux boulanger, dont la famille vivait là depuis des générations, évitait de le regarder directement. Un jeune instituteur qui enseignait à l'école du village se montrait toujours froid envers lui, et à plusieurs reprises, il entendit des murmures étouffés, tandis qu'il arpentait les rues étroites et mal éclairées.
Il avait le sentiment que, d'une manière ou d'une autre, chacun savait quelque chose qu'il ignorait encore. Un jour, Leclerc décida de se rendre sur la petite place du village pour tenter de comprendre ce qui se passait. Il s'approcha de la jeune institutrice Isabelle et la salua d'un sourire crispé. « Avez-vous quelque chose à me dire à propos de cette maison ?» demanda-t-il, essayant de dissimuler son malaise grandissant. Isabelle lui jeta un coup d'œil, mais détourna aussitôt le regard, visiblement mal à l'aise. « Le manoir a un passé sombre, monsieur Leclerc, et comprenez bien, il y a des choses que les villageois préfèrent oublier. » Leclerc insista, mais la jeune femme ne dit rien de plus, laissant simplement la conversation en suspens, ce qui ne fit qu'accroître son malaise. Le soir même, après sa conversation avec Isabelle, Leclerc rencontra un homme âgé, un ancien employé du manoir nommé Marcel. Marcel, qui avait travaillé comme jardinier sur la propriété dans sa jeunesse, semblait en savoir beaucoup plus qu'il ne voulait le révéler. Apparemment, il connaissait le secret évoqué par Pierre, mais paraissait réticent à parler. « Vous cherchez au mauvais endroit, monsieur », dit gravement Marcel, en observant Leclerc fouiller plus profondément dans les archives du manoir. « Il y a des choses que même l'argent ne peut acheter. » Leclerc était frustré, mais sa curiosité le poussait à aller plus loin. À chaque information recueillie, le sentiment d'être impliqué dans quelque chose de plus vaste, de plus complexe et de plus dangereux se renforçait. Pierre apparaissait sans cesse à l'improviste, toujours accompagné de ses paroles énigmatiques. Un jour, particulièrement tendu, le garçon surgit alors que Leclerc examinait une vieille lettre signée par René Dufresne, l'ancien propriétaire. Le contenu de la lettre révélait que Dufresne avait découvert un terrible secret concernant le destin de sa famille et qu'il était prêt à tout sacrifier, jusqu'à son âme, pour le garder enfoui. « Tu es plus près que tu ne le crois », dit Pierre en observant Leclerc de loin. « Mais prépare-toi, ce que tu découvriras ne sera pas pour toi. » Leclerc ignorait si le garçon tentait de le prévenir ou s'il faisait partie d'un complot bien plus vaste. Une chose était sûre, le millionnaire se rapprochait dangereusement de quelque chose qui le dépassait. La tension montait et les pièces du puzzle commençaient à s'assembler. Les menaces qui couvaient dans son esprit, à la fois tangibles et mystérieuses, commençaient à se manifester dans le monde réel. Mais plus il découvrait de choses, plus il avait l'impression que la maison elle-même devenait une entité vivante, le poussant vers un point de non-retour. Le jour de la tempête arriva enfin. Le ciel était lourd de nuages noirs et le vent violent faisait plier les arbres. Leclerc sentait une angoisse grandissante lui étreindre la poitrine, comme si le temps lui était compté. L'impression qu'un malheur allait se produire s'intensifiait à chaque minute qui passait dans le manoir. En examinant les derniers vestiges du journal de René Dufresne, il découvrit un passage étrange qu'il n'avait pas encore lu. L'écriture de Dufresne était hâtive, comme écrite à la hâte, et le ton empreint d'effroi. « Ils arrivent. Le secret que nous avons gardé si longtemps sera révélé, et le prix à payer sera plus élevé que nous ne l'imaginions. Puisse la malédiction du manoir être notre ultime pénitence. » Ces mots résonnaient dans l'esprit de Leclerc, tandis qu'il descendait une dernière fois à la cave, déterminé à comprendre ce qui était réellement arrivé à la famille Dufresne. Il savait qu'il était sur le point de faire une découverte capitale, mais il ne s'attendait pas à la véritable nature du secret que recelait la maison. C'est au fond de la cave, dans une pièce sombre et humide, que Leclerc fit sa découverte. Il écarta une bibliothèque, révélant une entrée secrète, un autre passage caché menant à une pièce souterraine. En y pénétrant, il aperçut une table de pierre au centre, ornée d'étranges inscriptions. L'atmosphère était pesante, chargée d'une énergie inexplicable. Mais ce qui le choqua le plus fut la vue d'un portrait encadré au mur, un portrait de Pierre. Sur le tableau, le garçon figurait aux côtés de René Dufresne, mais tous deux exprimaient une profonde souffrance. Le portrait était signé d'une manière inhabituelle, avec des mots inattendus, l'héritage de notre lignée, notre malédiction. Leclerc se figea. Il était confronté à une révélation inimaginable. Pierre, le garçon qu'il avait aperçu dans les ruines du manoir, n'était ni un simple orphelin ni le gardien des lieux.
Il était, en réalité, le descendant direct de René Dufresne. Qui plus est, le garçon appartenait à une lignée maudite, une malédiction transmise de génération en génération, un secret qu'il ne fallait jamais révéler. Soudain, une voix familière résonna derrière lui. C'était Pierre, qui émergea de l'ombre, le visage plus grave que jamais. « Vous avez découvert la vérité, monsieur Leclerc, » dit-il calmement. « À présent, il n'y a plus de retour en arrière possible. » Leclerc, abasourdi, se retourna lentement. « Qu'est-ce que ça veut dire, mon garçon? Que se passe-t-il ici ?» Pierre le regarda d'un air impassible. « Cela signifie que vous en faites désormais partie. Le secret de notre famille, c'est que notre lignée ne s'éteindra jamais. Même quand on croit tout perdu, il y a toujours quelqu'un pour prendre la relève. Et vous, monsieur, c'est votre tour. » Un frisson parcourut l'échine de Leclerc. Il commençait à comprendre que la véritable malédiction du manoir ne résidait ni dans les pierres anciennes, ni dans les mystères du passé. Elle habitait la famille Dufresne elle-même, et il y avait été attiré sans le savoir, pour combler le vide laissé par les générations précédentes. Pierre s'approcha, le regard fixe et pénétrant. « C'est votre cupidité qui vous a mené ici. Le manoir ne voulait pas vous appartenir. Il a été repris, et maintenant vous allez en payer le prix. » Avant que Leclerc ne puisse réagir, une force inexplicable sembla l'envelopper. Comme si les murs de la maison voulaient l'engloutir tout entier. Le vent souffla plus fort, et le portrait accroché au mur parut s'animer, les yeux de Pierre fixés dessus. C'est alors que le dernier fragment de vérité fut révélé. La malédiction des Dufresne n'était pas qu'un mythe, c'était une réalité qui s'étendait sur plusieurs générations. Pierre n'était pas qu'un enfant perdu, il était le gardien du secret, le dernier maillon d'une lignée qui refusait de s'éteindre. Et la maison, le manoir en ruine, était vivante, attendant sa prochaine victime. Leclerc, conscient de ce qui allait se produire, tenta de s'éloigner, mais quelque chose l'en empêcha. La maison ne laisserait pas son âme s'échapper si facilement. Leclerc resta figé, les yeux rivés sur le portrait accroché au mur. Ce qu'il venait de découvrir était plus qu'un mystère antique. C'était une malédiction vivante qui semblait désormais s'être emparée de lui. Il regarda Pierre, qui demeurait silencieux, mais dont l'expression était plus sombre que jamais. La maison, qui auparavant n'avait paru qu'un amas de ruines, semblait maintenant s'animer, comme si elle réagissait à ses découvertes. « Que me voulez-vous » demanda Leclerc, la voix tremblante, tentant de reprendre un semblant de contrôle sur la situation. Pierre s'avança, le regard perçant, comme s'il lisait au cœur de Leclerc. « Je ne veux rien de vous, monsieur, » dit-il calmement. « La maison a déjà joué son rôle. Désormais, vous en ferez partie, comme tous ceux qui vous ont précédé. » Le millionnaire sentit un frisson le parcourir. Quelque chose lui arrivait, quelque chose qu'il ne comprenait pas. Les murs du manoir semblaient se refermer sur lui, et l'air s'épaississait à chaque seconde. Il tenta de quitter la pièce, mais la porte disparut, comme engloutie par la maison elle-même. Désespéré, Leclerc se tourna vers Pierre, cherchant une explication logique à l'événement impossible qui se déroulait sous ses yeux. « Ça n'a aucun sens. Je suis riche. Je peux tout payer. Je peux racheter ma liberté. » Pierre, désormais plus près, le regarda avec une expression mêlant pitié et résignation. « Il n'y a pas de prix à payer, Leclerc. Ce qui est ici vaut bien plus que de l'argent. Ce que vous avez volé, ce que vous avez brisé, ne peut être réparé avec de la richesse. » Leclerc sentit ses jambes flancher et un sentiment de désespoir l'envahit comme une tempête. La maison, le manoir qu'il avait acquis avec tant de fierté, lui semblait désormais un lieu de damnation. Chaque souvenir des jours passés là-bas, chaque choix, chaque mouvement, paraissait à présent avoir été manipulé par une force qui le dépassait. Une douleur grandissante lui étreignait la poitrine, comme si les murs l'oppressaient, l'écrasant d'une manière inédite. Entre-temps, dans le village, les réactions commencèrent à se répandre. Isabelle, l'institutrice à qui Leclerc avait parlé plus tôt, sentit le changement. Elle savait que quelque chose clochait, que l'histoire du manoir n'était pas qu'une simple légende. Le vieux Marcel, qui avait toujours évité le sujet, se présenta à sa porte ce soir-là, le regard sombre
et triste. « Il y est allé, n'est-ce pas ?» demanda Marcel sans qu'il ait besoin d'explications supplémentaires. Isabelle acquiesça, comprenant ce qui se passait. Il n'aurait pas dû y aller. Il n'aurait jamais dû arriver là-bas. Marcel regarda l'horizon où la tempête approchait avec force. La maison reprend ce qui lui appartient de droit. Et maintenant, il n'y a plus d'échappatoire. Isabelle savait qu'une fois le secret révélé, les conséquences seraient terribles. La malédiction des Dufresne ne concernait pas seulement le passé, mais le cycle incessant d'avidité et de regret qui se répétait. Chaque génération était victime de la maison, et Leclerc était désormais le dernier élu. Tandis que Leclerc s'efforçait de comprendre sa nouvelle réalité, Pierre, avec un sourire énigmatique, l'observait. « Je vous avais prévenu, monsieur, la maison ne pardonne pas. Mais peut-être, à la fin, comprendrez-vous le prix que vous avez payé. » Le temps semblait s'être arrêté dans le manoir. Leclerc, désormais conscient de la vérité, fut pris de vertige. Il n'y avait plus de retour en arrière possible. Le manoir, avec son atmosphère oppressante, était devenu le théâtre d'un conflit entre ce qu'il était et ce qu'il était devenu. Leclerc était pris au piège, physiquement et mentalement. La maison, avec ses murs sombres et la présence constante de Pierre, semblait vivante, observant chacun de ses mouvements. Mais le millionnaire, malgré son désespoir, commença à percevoir quelque chose qu'il n'avait pas remarqué auparavant. Le manoir, avec son aspect imposant et menaçant, n'était pas seulement le reflet de l'histoire de Dufresne. Il représentait, de manière amère et cruelle, l'ascension et la chute de Leclerc lui-même. Au départ, il était entré là en conquérant, persuadé de pouvoir tout contrôler grâce à sa richesse et à son pouvoir. Mais à présent, assis seul dans le hall obscur du manoir, il était envahi par un profond sentiment d'impuissance. Sa fortune, ses entreprises, tout ce qu'il considérait comme essentiel à la vie lui paraissait soudain dérisoire face à l'ampleur des événements qui se déroulaient autour de lui. Pierre, toujours calme et énigmatique, apparaissait périodiquement pour l'observer. Mais au lieu d'effrayer Leclerc, le garçon commença à exercer une étrange influence sur lui. Il y avait quelque chose, dans la présence de Pierre, qui semblait amener Leclerc à remettre en question ses propres convictions, ses propres choix. Il se mit à réfléchir à la cupidité qui l'avait conduit à ce point, à la façon dont il avait manipulé les autres et détruit des vies dans sa quête du pouvoir. Avec le temps, Leclerc comprit que ce n'était pas l'argent qui l'avait conduit au manoir, mais ses propres décisions égoïstes et cruelles. Il l'avait acheté non pour sa valeur, mais parce qu'il en voulait toujours plus. Il voulait ce que les autres ne pouvaient avoir. Il voulait contrôler le passé, la vie de ceux que sa fortune avait vaincus. Mais à présent, au fil des heures, il commença à comprendre que cette quête incessante de toujours plus était ce qui avait causé sa perte. La véritable valeur ne résidait ni dans les possessions ni dans l'argent, mais dans quelque chose de bien plus profond. Les choix qu'il avait faits tout au long de sa vie et les conséquences de ces choix. Pierre, comme s'il pressentait le changement chez Leclerc, s'approcha de lui par un après-midi pluvieux. Le garçon le regarda d'un air grave, mais plus menaçant. « Vous commencez à comprendre, monsieur, » dit-il d'un ton mêlant compassion et autre chose, une sorte d'approbation silencieuse. Leclerc ne répondit pas immédiatement, mais il regarda autour de lui, percevant la grandeur du manoir d'une manière nouvelle. Les murs ne se contentaient plus de s'effriter, ils vieillissaient, comme s'ils racontaient une histoire qu'il ne comprenait pas encore pleinement. « Saviez-vous ce qui se passait ici depuis le début ?» demanda Leclerc, sa voix enfin plus douce, moins arrogante. « Saviez-vous pour la malédiction ? Pour ce qui est arrivé à votre famille ?» Pierre acquiesça. « La maison n'a jamais été une question de richesse, Leclerc. Elle n'a jamais été une question de ce qui peut s'acheter. Elle est liée à notre lignée, à notre histoire. Ceux qui vous ont précédés y étaient attachés, tout comme vous l'êtes maintenant. » Leclerc se leva avec un effort visible. Il ne savait pas comment, mais quelque chose en lui commençait à changer. Il n'était plus persuadé que l'argent pouvait tout résoudre. Il commençait à accepter que le manoir, avec sa présence imposante, était quelque chose de bien plus grand que lui, quelque chose qu'il ne pouvait contrôler.
Pierre le regardait attentivement. « Tu ne le comprends peut-être pas encore, mais si tu cesses de lutter contre ce que tu ne peux changer, tu trouveras peut-être le moyen de te libérer. La véritable liberté réside peut-être dans la compréhension des erreurs du passé et l'acceptation que le cycle ne se brise jamais, tant que chacun n'a pas fait face à ses propres faiblesses. » Leclerc, l'esprit tourmenté, éprouvait un mélange de culpabilité et de révélation. Le manoir exigeait de lui quelque chose qu'il n'avait jamais donné. Une véritable soumission, l'acceptation de ce qu'il était devenu et de ce qu'il avait détruit. Les murs n'étaient plus des ennemis, mais les symboles de son propre égoïsme. Et Pierre n'était pas seulement victime de la malédiction, mais le reflet d'une âme plus sage que la sienne. Il regarda le garçon, ressentant le poids de sa présence. Pierre n'était pas seulement le gardien de la maison, il était la clé qui permettrait à Leclerc de comprendre ce que signifiait être libre, non pas d'un manoir ou d'un héritage, mais de ses propres choix. Les jours suivants s'écoulèrent à un rythme effréné, comme si la maison s'apprêtait enfin à révéler sa vérité ultime. Leclerc sentait la pression croître à chaque pas, l'air autour de lui s'alourdir, se charger d'une énergie presque palpable. Il était désormais plongé dans un conflit intérieur, tiraillé entre sa vie d'antan, faite de richesse et de pouvoir, et la prise de conscience que tous ses efforts pour y parvenir avaient été vains. Pierre apparaissait sans cesse, toujours au bon moment, distillant des paroles énigmatiques, tout en le surveillant attentivement, comme pour le guider vers l'avenir. Le garçon ne le voyait plus comme un ennemi, mais comme quelqu'un qui, d'une certaine manière, faisait désormais partie intégrante du cycle propre au manoir. « Tu es prêt ?» demanda Pierre, le regard sérieux comme toujours. Leclerc secoua la tête, incertain de ce qu'il devait répondre. Il sentait que quelque chose allait se produire, mais quoi exactement, il ne pouvait le prévoir. Le manoir, avec ses murs délabrés et les échos du passé, l'attendait, et il ignorait s'il serait capable de supporter le poids de la vérité qui approchait. Cependant, une nuit, en errant dans les sombres couloirs de la maison, Leclerc fit une découverte qui allait tout changer. Au fond d'une pièce cachée, il trouva un vieux coffre dont les serrures étaient usées par le temps. Lorsqu'il parvint à l'ouvrir, il y découvrit une série de lettres, de documents et d'archives d'une nature qu'il n'aurait jamais imaginée. Les lettres étaient de René Dufresne, mais elles n'étaient pas de simples récits du passé. Elles contenaient des confessions, des confidences, et plus surprenantes encore, des révélations sur la véritable signification de la lignée Dufresne et le destin de ceux qui étaient frappés par la malédiction de la maison. Chaque mot écrit par Dufresne était empreint de désespoir, comme si l'homme cherchait à avertir les générations futures du destin qui les attendait. Une lettre en particulier attira l'attention de Leclerc. Elle évoquait un choix difficile et désespéré fait par Dufresne. Il avait tenté de briser le cycle de la malédiction par un sacrifice, mais en vain. Son effort avait échoué, et de ce fait, la lignée des Dufresne était marquée à jamais. La lettre affirmait que si le cycle n'était pas brisé, ses descendants seraient condamnés à une éternité de souffrance, jusqu'à l'extinction de la dernière génération. Un frisson parcourut l'échine de Leclerc tandis qu'il lisait. Il commençait à comprendre que sa quête du manoir n'était pas qu'une question d'argent ou de pouvoir. Il s'agissait d'une malédiction qui s'était abattue sur lui, et le seul moyen d'éviter la destruction totale était d'affronter la vérité qu'il avait ignorée si longtemps. Lettre en main, Leclerc gravit le toit du manoir, là où il se sentait le plus proche de l'essence même des lieux. L'orage approchait, et il savait que l'heure de l'affrontement avait sonné. On l'avait convoqué là, mais il lui fallait désormais comprendre s'il parviendrait à se libérer, ou s'il succomberait lui aussi à la malédiction. C'est alors que Pierre apparut de nouveau, comme s'il savait parfaitement ce qui se passait. Il regarda Leclerc, comme s'il attendait une réaction, une compréhension. « Le choix final vous appartient, monsieur », dit Pierre d'un ton grave qu'il n'avait jamais affiché auparavant. « Vous pouvez tenter de fuir, mais la maison ne vous laissera jamais partir tant que vous n'aurez pas assumé vos actes. La question est, êtes-vous prêt à en payer le prix ?
Accablé par le poids des révélations, Leclerc sentit sa gorge se serrer. Il savait qu'il n'y avait pas d'échappatoire. Il n'était plus l'homme venu chercher plus de pouvoir, plus de richesse. Il était devenu un homme qui comprenait désormais l'étendue de ses fautes et la gravité de la malédiction dont il n'avait pas pris conscience auparavant. « Je ne sais pas si je peux, Pierre, » dit Leclerc d'une voix basse et incertaine, « mais je sais que je n'ai pas le choix. » Pierre le fixa longuement, comme pour évaluer ses paroles. Finalement, il hocha la tête, un léger sourire se dessinant sur ses lèvres. « Vous avez peut-être plus de force que vous ne le pensez, monsieur. Mais la vraie force vient de la confrontation avec les erreurs du passé, et vous devez le faire maintenant. » La tempête faisait rage. Le vent hurlait à travers les fissures du manoir, et les éclairs illuminaient les vieux murs, projetant des ombres fantomatiques. Leclerc se tenait au sommet du manoir, à l'endroit même où tout avait commencé. L'air était lourd, presque oppressant, et jamais le sentiment que le destin l'observait, l'attendant, n'avait été aussi fort. Pierre se tenait devant lui, le regardant avec une expression de compréhension et d'attente. « Maintenant, vous savez ce que vous avez à faire, monsieur, » dit-il d'une voix douce, mais empreinte d'une autorité inhabituelle pour quelqu'un d'aussi jeune. Leclerc regarda le garçon, les mots lus dans les lettres de Dufresne résonnant en lui. La malédiction de la maison, la lignée de souffrance, tout s'éclairait à présent. Il était là, au sommet de tout cela, face à l'unique choix qui pouvait le libérer ou le détruire. Leclerc, poussant un profond soupir, fit un pas en avant, le regard fixé sur Pierre. Il savait que pour briser le cycle, il lui faudrait accomplir l'impensable. Ce ne serait pas un simple acte de force ou de pouvoir, mais un acte d'acceptation. Il devait payer le prix de son avidité, de sa soif insatiable de toujours plus. « Je sais ce que j'ai à faire, » dit-il, plus pour lui-même que pour le garçon en face de lui. Il sentit la résignation l'envahir, mais en même temps quelque chose de plus, une sorte de libération. Pierre le regarda en silence. « La maison a déjà choisi son destin. À présent, c'est à toi de choisir le tien. » Leclerc jeta un dernier regard au manoir, désormais enveloppé d'ombre et balayé par des vents violents. Il s'approcha de l'entrée secrète, celle-là même où il avait fait tant de découvertes. Là, au centre de la pièce souterraine, se dressait l'autel que René Dufresne avait utilisé pour tenter de briser la malédiction. D'anciennes inscriptions étaient encore visibles sur les pierres du sol, et une odeur de moisie et de vieillesse flottait dans l'air. Mais à présent, Leclerc voyait autre chose. La possibilité de corriger les erreurs du passé, de rompre le cycle de souffrance qui le consumait. Les lettres de Dufresne en main, il se mit à l'œuvre. Pierre apparut à ses côtés, le visage impassible, mais Leclerc sentait la tension monter entre eux. « Vous avez du courage, monsieur, » dit Pierre, la voix empreinte d'une certaine tristesse. « Mais sachez que ce ne sera pas facile. Ce qui va arriver va tout changer. » Leclerc n'hésita pas. Il déposa les lettres sur l'autel et commença à réciter les mots écrits par Dufresne, une invocation, une formule magique pour rompre le cycle. Ces mots étaient anciens, et Leclerc en sentait le poids dans sa poitrine. Chaque syllabe semblait résonner dans la maison, se répercutant sur les murs de pierre, comme si le manoir répondait à cet appel. Alors qu'il prononçait les derniers mots, quelque chose se produisit. Les murs du manoir tremblèrent, et la flamme des bougies s'alluma d'elle-même, illuminant les recoins obscurs de la pièce. Le sol s'ouvrit, révélant une profonde fissure. Leclerc ressentit une étrange tension dans la poitrine, comme si la maison tentait de l'arracher à ses entrailles, de l'empêcher d'achever le rituel. Mais il ne s'arrêta pas. Il savait que s'il n'achevait pas ce qu'il avait commencé, la malédiction se perpétuerait, non seulement sur lui, mais aussi sur les générations futures de Dufresne. Le cycle de souffrance serait sans fin. Pierre, observant en silence, finit par dire « Maintenant, vous devez accepter. » Dans un dernier souffle, Leclerc prononça ces derniers mots. Le sol se fendit sous leurs pieds, et une vague d'énergie sombre et lumineuse enveloppa le manoir. La maison gémit, les murs se tordirent, et un bruit de fracas résonna de toutes parts.
Leclerc, incapable de se contrôler, fut aspiré au centre de la fissure, comme absorbé par l'essence même du manoir. C'est alors qu'il aperçut le visage de René Dufresne, une ultime apparition. L'ancien propriétaire du manoir le regarda d'un air mêlé de tristesse et de soulagement. « Tu as brisé le cycle », dit Dufresne, sa voix résonnant comme venue des profondeurs de la terre. « Mais le prix à payer sera élevé, Leclerc. » Avant qu'il puisse répondre, la fissure se referma et le silence retomba. Le vent cessa. La tempête s'apaisa. Leclerc se retrouva seul, au milieu du hall, entouré par le calme du manoir. La transformation avait eu lieu. Le cycle de malédiction qui avait emprisonné la lignée des Dufresne pendant des générations s'était enfin achevé. La maison n'était plus vivante, mais en ruine. Leclerc ignorait ce qui allait se produire désormais, mais il ressentait une étrange paix, comme s'il avait enfin fait le bon choix. Le manoir était désormais silencieux. Les murs, qui avaient jadis semblé vivants, s'étaient figés, comme si l'âme de la demeure avait enfin été libérée. Leclerc se tenait au centre du hall, l'obscurité l'enveloppant comme un lourd manteau. Son souffle était encore haletant, et il ressentait la douleur de la transformation, comme s'il avait été arraché à sa propre vie, contraint de payer un prix inimaginable. Un instant, il se demanda s'il restait quelque chose de son ancienne vie au fond de son cœur. Le manoir, avec ses pierres brisées et son silence inquiétant, semblait le reflet de son âme, détruite, mais d'une certaine manière guérie. La malédiction était enfin levée, mais le prix à payer avait été plus élevé qu'il ne l'avait imaginé. Pierre n'était plus là. Le garçon s'était évaporé, comme s'il n'avait jamais existé, ou peut-être n'était-il qu'une manifestation de la maison elle-même, un rappel de l'héritage de Dufresne. Leclerc ne pouvait l'affirmer avec certitude, mais à cet instant, cela lui importait peu. Ce qu'il savait, c'est que la maison était désormais vide, et lui aussi, d'une certaine manière. Il traversa le manoir, désormais dépourvu de l'énergie vibrante qui l'animait. Les ruines de tout ce qu'il avait cherché s'étendaient devant ses yeux, et seul un silence pesant, une immobilité qui semblait éternelle, subsistait. Le cycle était achevé. L'histoire des Dufresne, de la lignée maudite, touchait à sa fin. Mais au fond de lui, Leclerc savait que son véritable cheminement n'était pas encore terminé. Il avait été transformé, mais parviendrait-il à se libérer complètement de l'ombre du passé? Le poids de ses actes le hantait encore, mais il avait désormais la possibilité de reconstruire sa vie, affranchi des chaînes de l'avidité et de l'orgueil. Lorsqu'il quitta le manoir, le jour commença enfin à poindre. Le ciel était dégagé, l'orage s'apaisait, comme si le monde renaissait. Leclerc savait que ce qui s'était passé était irréversible. Le manoir, avec toutes ses histoires et ses secrets, continuerait d'exister, mais il n'en faisait plus partie. Il avait brisé le cycle, mais le prix à payer était la perte d'une part de lui-même. En empruntant le chemin qui menait au village, il ressentit un étrange soulagement mêlé à une nostalgie inexplicable. Il savait que la maison ne l'appellerait plus jamais, mais il avait le sentiment qu'une part de son âme y demeurerait à jamais, dans les ruines du manoir, là où tout avait commencé et où tout avait fini. Des années s'étaient écoulées depuis le départ de Leclerc du manoir, mais le poids de ses erreurs le hantait encore. Il avait reconstruit sa vie, non pas dans la richesse ou le pouvoir, mais dans une humilité qu'il n'aurait jamais cru possible. Bien que le monde ait évolué, la maison des Dufresne demeurait désormais en ruine. Nombreux étaient ceux qui en parlaient encore, comme d'une légende, d'une histoire à méditer. Mais Leclerc savait qu'au fond de lui, sa véritable demeure n'avait jamais été entre les murs du manoir. Elle avait toujours été dans son âme, et il avait appris, à ses dépens, à vivre avec les échos du passé. Et vous, cher lecteur, que pensez-vous qu'il se serait passé si vous aviez été le protagoniste de cette histoire ? Auriez-vous pu faire les mêmes choix que Leclerc? La soif de pouvoir, la vengeance et le regret s'entremêlent en chacun de nous, et parfois, les fantômes du passé nous hantent.
Partagez vos réflexions et vos sentiments sur ce que vous feriez si vous aviez l'opportunité de briser le cycle de la malédiction. N'oubliez pas de faire découvrir cette histoire à ceux qui, comme vous, apprécient les intrigues pleines de mystère et de rédemption.